Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de la RTB. Sur la brèche ce dimanche, le professeur Basile Guissou, ancien secrétaire général de l'AEVO, l'Association des étudiants voltaïques de Ouagadougou, ancien dirigeant de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, ministre des Relations extérieures à 35 ans sous la révolution démocratique et populaire, ancien délégué général du CNRSC, le Centre national de recherche scientifique et technologique, homme politique, membre du bureau politique du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À votre service. Je voudrais que nous commençons cet entretien avec un chiffre. 40. Comme 40% des Burkinabés qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Pour être plus précis, il s'agit d'environ 7,5 millions de Burkinabés qui vivent avec moins de 153 500 francs CFA par personne et par an. Lorsque vous voyez ces chiffres, est-ce qu'on peut dire qu'au demeurant, c'est le constat de l'échec de votre génération qui n'aurait pas su rompre avec le cycle de la pauvreté pour ces millions de Burkinabés près de 56 ans après les indépendances? Pour moi, pas du tout. Je pense que ma génération a eu le mérite d'avoir réfléchi au sort de son pays, de sa patrie, et d'avoir dégagé une ligne politique depuis les années 1971, disant qu'il fallait que les intellectuels, les étudiants et les intellectuels africains intègrent les masses populaires, leur peuple, apprennent auprès des masses et en retour apportent aux masses l'éclairage minimum pour qu'elles soient à même de bâtir leur mieux-être. Au-delà des statistiques qu'on peut faire parler comme on veut, je reste persuadé que l'Afrique a fait des bons qualitatifs importants et va continuer à en faire, justement en sens contraire de là où on veut l'amener, c'est-à-dire l'afro-pessimisme. L'Afrique en 2050 sera le seul continent au monde, dans l'histoire de l'humanité, qui aurait réussi à doubler sa population en un espace de temps le plus court. Donc, ce qu'on présente comme les points faibles de l'Afrique vont se transformer, parce que moi, j'ai étudié la dialectique, en point fort. Il suffit que les Africains refusent ces statistiques de malheur, cet afro-pessimisme qui nous oblige à croire que nous sommes les derniers de la Terre, alors que c'est de l'Afrique que partent aujourd'hui l'essentiel des richesses qui inondent le monde, à commencer par la matière première, le pétrole, et que, de façon absolue, il n'y a pas de pays riches et de pays pauvres. De façon excessive, ça n'existe pas. Alors, professeur, étudiant, vous rêviez de refaire, on va dire, le monde, en appelant tous les damnés de la terre à faire table rase du passé, pour bâtir un monde de liberté pour tous les forçats du capitalisme. Est-ce qu'aujourd'hui vous reniez quelque chose de ces convictions-là? Pas du tout, au contraire. Au contraire, je pense que l'évolution actuelle du monde montre que ce soit la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, que ce soit mon parti politique quand je suis rentré au pays, qui avons dégagé la ligne qui a conduit la Révolution démocratique et populaire et le Conseil national de la Révolution, nous étions sur des positions fondamentalement justes. Et la réalité de l'évolution politique de notre pays nous le montre pour ceux qui veulent analyser et qui ne veulent pas surfer sur des émotions, parce qu'on a souvent l'habitude d'écrire l'histoire de notre pays ou d'entendre dire des choses énormes qui consistent à découper l'histoire comme un saucisson en tranches à scandale pour faire du spectacle. Si vous regardez bien, ce pays revient de loin depuis 1932. Il y a une trajectoire que ce pays a suivie. Aucun autre pays de l'Afrique de l'Ouest, au moins, n'a fait la moitié du trajet que le peuple burkinabé a réalisé. Alors, idéologiquement, à gauche, vous êtes insurgé contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme. Bref, je m'arrête là pour ce qui est de la rhétorique, on va dire, révolutionnaire. Cette révolution, justement, vous y arrivez en août 1983 avec le capitaine Thomas Sankara.
Qu'est-ce que vous retenez de l'expérience de la révolution burkinabé? Je me réfère simplement au discours le plus populaire, le plus connu de Thomas Sankara aux Nations Unies, que c'est un peuple qui a dit que les gifles sont terminés. Si tu nous gifles, on rend la gifle. Et si on peut, on augmente. Et je pense que toute sa vie, durant les 4 années du moins, au cours desquelles j'ai travaillé à ses côtés en tant que ministre, j'ai fait 3 ministères en 4 ans. Partout où il a fallu défendre l'image du Burkina Faso, l'honneur, la dignité de notre peuple, il s'est montré à la hauteur. Au-delà de la dimension communication médiatique, de façon pratique, comment est-ce que cette révolution-là véritablement s'est positionnée sur le terrain dans la défense des intérêts du Burkina Faso? Je prends un exemple simple. C'était connu, mal an, bon an, le paysan burkinabé arrive à produire au moins pour remplir ses greniers. Quelquefois, il en reste un peu, mais il n'a pas de marché. Parfois, il y a des commerçants qui viennent même payer le maïs sur pied, dans les champs. Et c'est au prix que le commerçant fixe. Sous la Révolution, non seulement nous avons mis fin à ça, tous les ministres allaient directement dans les champs acheter les céréales des paysans, surplus de céréales. Moi qui vous parle, je me suis assis sous un caïcédra à 15 km de Fada, acheter, payer, charger les camions et revenir mettre à l'OFNASER ici, en stock. Et à l'époque, nous maîtrisons le prix de nos céréales. C'est un exemple simple. Manger, aller à l'école. Le CNR a fait passer la scolarisation pratiquement de 12% à presque 34%, 36% en moins de 4 ans. Nous avons fait des vaccinations à 115, 120%. Ça veut dire que les enfants des pays voisins en ont profité. Nous avons planté 5 millions d'arbres par an, à chaque hivernage, pendant 4 ans. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas tous morts. Alors, est-ce qu'un pays, on va dire un petit pays enclavé, j'ajouterais même pauvre comme le Burkina Faso, peut-il ça ne m'engage pas, hein, faire entendre sa voix sur la scène internationale? Pourtant, le Burkina l'a fait. Les gesticulations, on va dire, ce qu'on pourrait appeler les gesticulations de la révolution portaient sur le plan international. Continue de porter. Parce que un diplomate américain m'a dit aux Nations Unies que c'est grâce à la révolution que lui peut montrer le Burkina Faso sur une carte du monde, parce que ça ne l'avait jamais intéressé. C'est les idées qui gouvernent le monde, ce n'est pas l'argent. Vous-même, ministre des Relations extérieures à 35 ans. Autrement, l'expérience la plus éclatante que la FEANF a magnifiée à l'époque, c'est le Vietnam contre les États-Unis d'Amérique. Pendant 25 ans, la première force militaire du monde n'est pas arrivée à venir à bout d'un peuple de 45 millions d'habitants, déterminés à sacrifier leur vie pour la liberté. Voilà. Et je pense que cet exemple est là pour montrer que le Burkina n'est pas un petit pays. Ça, alors, je rejette ça. Alors, je voudrais revenir justement sur vous, ministre des Affaires étrangères ou des Relations extérieures, comme ça s'appelait à l'époque, à 35 ans. Comment est-ce que vous vous situez sur la scène internationale? Est-ce que nous étions arrogants légitimement? Complexés? Non, nous étions arrogants légitimement. Parce qu'à notre âge, à 35 ans, si vous n'êtes pas capable de vous défendre et de vous faire entendre, c'est que vous n'êtes pas un garçon. C'est tout. Je pense que la révolution burkinabé a fait exister le Burkina Faso sur la scène internationale, a changé la réalité de la vie du Burkinabé, lui a donné confiance en lui-même, en méprisant les mains qui donnaient à manger tout en vous humiliant. Ça, au moins, je crois que chaque Burkinabé de l'époque qui était mature a gardé ça. Que nous avons renvoyé de l'aide alimentaire ici au Burkina, en disant que nous préférons manger le minimum possible, mais produire pour nous-mêmes. Produire burkinabé, consommer burkinabé. Voilà. Alors on arrive à ce 15 octobre 1987. Qu'est-ce qui se passe?
C'est une implosion à l'intérieur du processus révolutionnaire. Bien sûr que nous devons partager équitablement. Je l'ai écrit en 1995 dans mon livre Burkina Faso, un espoir en Afrique. Nous sommes tous coupables, responsables, de n'avoir pas pu empêcher l'issue. C'est pas l'issue catastrophique de ce 15 octobre 87. Je précise en passant que je n'étais plus membre du gouvernement et que mon courant politique avait été pratiquement éliminé. Et c'est les vainqueurs qui nous ont envoyés à la gendarmerie pendant 4 mois. Ça ne nous a pas empêché de continuer à nous battre, à croire que notre cause, c'est la cause du peuple et qu'on devons continuer à nous battre. Alors, nous sommes aujourd'hui 18 septembre. Si je vous dis 18 septembre, qu'est-ce que cela vous rappelle dans l'histoire sociopolitique du Burkina Faso? En fait, le mois de septembre pour le Burkina, il y a tellement de dates. Je peux remonter au 4 septembre 1932, 7 septembre 1940. Aujourd'hui, je voulais plutôt parler de ce 18 septembre 1989. Cela fait 27 ans aujourd'hui que le commandant Boukari Jean-Baptiste Lengani et le capitaine Henri Zongo ont été, disons, sont passés à la trappe après un complot qui leur a été imputé. Est-ce qu'on dira que c'est le respect de cette logique qui voudrait que la révolution finisse par manger ses enfants? Bon, il y a du vrai dans ce constat. C'est vrai que la majorité des révolutions n'ont pas pu économiser les règlements de compte internes. Et ça, c'est généralisé dans le monde entier. Le Burkina n'est pas une exception en la matière. Cela dit, je pense que toute structure politique, en tant que sociologue, qui ne se dote pas de règles de fonctionnement, court à sa perte. Et c'est ce qui est arrivé au CNR. D'abord, c'est une structure informelle. Personne ne peut vous dire quel était le nombre exact des membres du CNR. Vous étiez membre du CNR? Absolument. Ça variait du jour au lendemain. Le CNR n'a jamais eu de règlement intérieur, n'a jamais eu de statut, n'a jamais dit le numéro 1, c'est Thomas Sankara, le numéro 2, c'est un tel, le numéro 3, c'est un tel, le numéro 4, c'est un tel. On parlait des 4 coordonnateurs, des 4 coordonnateurs nationaux, chaque fois que le gouvernement était dissous, mais on n'a jamais pu avoir des textes qui réglementent le fonctionnement. Et dans ces cas-là, quand il y a des kalash dans les environs et que la tension monte, ça va de soi que le recours à l'arme devient ce qui tire le dernier est un homme mort. Est-ce que vous, les intellectuels, vous n'avez pas une responsabilité, on va dire, beaucoup plus grande? Est-ce que vous n'avez pas transposé au sein du CNR, on va dire, ces joutes oratoires et ces bagarres estudiantines qui ont fini par dégénérer pour donner ce qu'on connaît? Nous sommes partie prenante de la vie de notre peuple. Nous ne sommes pas à l'écart. Et nous apportons notre contribution, les militaires aussi. Et de ce point de vue-là, chacun assume sa part de responsabilité. Je vous ai dit tantôt que nous avons dégagé une ligne politique. Depuis 1971, c'est notre contribution. Cette ligne-là s'est enrichie, elle s'est développée, elle a mobilisé plus de monde, y compris des militaires. Donc c'est comment on appelle ça? Il faut assumer collectivement. C'est une œuvre collective. On doit assumer collectivement aussi les avancées et les reculs, les travers et les succès. Voilà. Alors, professeur, la révolution d'août avec le capitaine Thomas Sankara à la démocratie libérale avec Blaise Compaoré et le CDP, où vous militez, on peut dire que, c'est l'une des critiques en tout cas qui se rappelle à mon esprit, c'est que vous avez eu une posture intellectuelle de type funambulesque. Est-ce que c'est un grand écart? Non, il y a eu des gens qui se sont permis de me coller une étiquette que je n'avais pas. Je ne suis pas un sankariste, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'étais avec Blaise Compaoré au gouvernement comme avec Thomas Sankara, on était ensemble.
Donc on a défini des tâches en commun et à aucun moment je n'ai pensé, je n'ai eu le sentiment que je revenais pour aller me mettre dans une sphère politique qui n'est pas ma famille. Non. Je vous ai dit qu'il y a eu des allers-retours, hein. On n'a pas marché en ligne droite. On a eu des couacs, on a eu des incompréhensions, des tensions et des chocs. J'ai séjourné en prison, bien sûr, pour mes idées, mais jusqu'à demain, je pense que j'ai mes convictions, je défends mes idées. Quelle a été la base de ce modus vivendi qui vous a permis, on va dire, de vous retrouver dans la suite du processus de rectification avec... Écoutez, nous on avait notre parti politique. Oui. Nous avions en 87 été plus ou moins éjectés. L'actuel président du Faso était un des rares qui avait pu être écouté pour servir d'intermédiaire à la discussion pour qu'on puisse se retrouver, faire le point et passer à l'état de droit avec la Constitution, etc. Donc je pense que c'est une histoire commune. Et contrairement à ce que les gens veulent faire, moi je ne découpe pas l'histoire en tranches à scandale comme un saucisson, exploiter ce qui m'arrange et occulter ce qui ne m'arrange pas. C'est un tout. Nous avons commencé ensemble, nous avions des idéaux ensemble, il y avait des courants politiques. À certains moments, des courants que je peux appeler contraires aux miens ont eu le dessus. Et à d'autres moments aussi, c'est mon courant qui a eu le dessus. Et aujourd'hui, on se retrouve en essayant de rassembler pour sortir le plus petit commun dénominateur qui permet à notre pays d'aller de l'avant. Voilà. Pour moi, c'est une histoire commune. Une partie de l'opinion, on va dire, a vite fait le raccourci pour dire simplement que Basile Guissou a plus répondu à l'appel du ventre qu'à celui de l'esprit. J'ai toujours nourri mon ventre avec mon cerveau. Ça m'a toujours suffi. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas un chercheur de poste. Je n'ai jamais demandé à être ministre nulle part. Voilà. Alors, Je précise que j'ai été délégué général du CNSC parce que j'étais le chercheur le plus ancien dans le grade le plus élevé à l'époque. Ça aussi, il faut le dire. Je suis le premier à rentrer au CNSC avec mon doctorat de 3e cycle. Ça aussi, on ne le dit pas assez. Laissez-moi me défendre. On nous a enseigné la modestie et l'humilité, mais je crois qu'à certains moments, il faut cracher ces 4 vérités pour qu'on sache que vous n'êtes pas un imbécile. Voilà. Si j'étais un imbécile, je ne serais pas assis avec vous ici. C'est pas qu'on ne m'a pas cherché, on ne m'a pas trouvé seulement. Alors, professeur, on en vient à présent à la critique de l'actualité. Je voudrais que l'on commence par un point d'actualité internationale, mais qui a, on va dire, des implications nationales très prononcées. Il s'agit de ce rapport de Public Eye, cette ONG qui a révélé que la qualité du carburant destiné aux pays africains était problématique. Les chiffres font même froid dans le dos, puisque ce rapport précise que ce carburant contient 100 à 1000 fois plus de soufre que ce qui est admis sur le marché européen, sans compter d'autres dérivés toxiques comme le benzène qui sont présents dans ces produits pétroliers fournis par des négociants suisses. Comment vous avez reçu cette information? Est-ce que pour vous, c'est une autre facette de l'impérialisme? Absolument. Ça ne m'étonne pas. Il y a eu le Pacobo Abidjan avec les produits toxiques. Hein. Le Pacobo Kuala. Voilà. Et pour des milliards. La gouvernance en Afrique, c'est ça aussi. C'est une gouvernance mafieuse qui s'accommode de toutes sortes de voies d'enrichissement. On a accusé certains chefs d'État d'avoir fait des boutiques pour vendre des otages. Écoutez, les poulets contaminés, impropres à la consommation, les boissons impropres à la consommation, périmées, c'est où ça se passe? C'est chez nous. Donc je pense que la cupidité des classes dirigeantes a amené l'Afrique à dériver dans n'importe quel excès. Et je pense que ce cas du pétrole et du gasoil ne peut pas traîner aussi longtemps sans la complicité des politiques. Ce n'est pas possible.
parce qu'il y a des laboratoires en Afrique qui peuvent faire quand même des analyses minimales. La Côte d'Ivoire, par exemple, a une société de raffinage de pétrole. Donc quand vous avez une société, même la Sonabi ici, a un laboratoire d'analyse de ses produits. La Côte d'Ivoire, par exemple, elle assume, puisqu'elle estime que le taux est de 350 fois supérieur et ça fait partie de ce que des normes ivoiriennes, on va dire. Mais pour un certain nombre de pays, pratiquement, on s'interroge même sur l'existence de normes. Bon, écoutez, nous, de toute façon, nous n'avons pas été cités nommément, ça c'est certain. Même si nous avons le bonheur d'avoir 6 frontières, moi je le dis comme ça. Donc nous pouvons, à tout moment, recevoir ce type de produits-là, puisque les camions traversent pour les autres pays de l'Interland avec les carburants. Tous les jours, vous envoyez. Donc, on n'est pas à l'abri. Mais je pense que les pays qui le veulent peuvent quand même exercer un minimum de contrôle pour éviter, parce que là, il semble que c'est éminemment toxique. Autrement dit, il est quand même possible de s'affranchir de cette forme de domination impérialiste. C'est de l'exploitation et je pense que c'est la preuve que le capital, comme je l'ai dit, ce n'est pas la Croix-Rouge. C'est make money, c'est faire de l'argent, quel que soit le prix en vie humaine. C'est l'industrie qui fonctionne le mieux aujourd'hui, vous le savez autant que moi, c'est l'industrie des armes. Les armes, c'est pour quoi faire? C'est pour tuer les pauvres gens. Alors, professeur, c'est une transition toute trouvée pour ouvrir le feuilleton judiciaire de la CAMEC. La dernière décision en date ordonne à Confé Salifou et Koussoubé Damien la cessation de troubles manifestement illicites à l'encontre de la CAMEC. Alexandre Sanouidi, l'avocat du camp Koussoubé, a confié à nos confrères du Faso.net qu'il est, je cite, fondé juridiquement de dire qu'aujourd'hui, le DG de la CAMEC reste M. Koussoubé. Cette affaire CAMEC. Vous me posez une colle à laquelle je ne peux malheureusement pas vous donner satisfaction par une réponse juridique parce que je ne m'y connais pas du tout. Je suis comme le citoyen lambda en la matière. Laissons la justice faire son travail, même si, par ailleurs, on assiste à un spectacle assez rocambolesque, tout ce que je peux dire. Je m'en remets à la décision de justice. Mais justement, ce sont ces décisions de justice qui sont querellées, interprétées. On nous dit qu'il faut laisser les juges travailler dans la sérénité. Je me range à cet avis-là. Et si je peux ne pas m'immiscer dans les affaires de la justice, je préfère rester en dehors. Votre santé, je suis un observateur engagé, c'est vrai. Votre santé et la mienne en dépend, à moins que vous ne preniez que des spécialités. Moi, je préfère les plantes. Je suis un chercheur, je reste un chercheur, et c'est à défaut que je m'adresse aux comprimés. Parce qu'on a le sentiment dans cette affaire qu'on parle de tout sauf la santé des Burkinabés. Et notamment l'accès aux médicaments. Malheureusement, il semble qu'il y a déjà des pénuries qui se font sentir dans les pharmacies, dans les formations sanitaires aussi. Et ça, c'est quand même déplorable, je pense. Je pense qu'il y a un service minimum, comme on dit, même quand les journées sont chômées, fériées, le service minimum est maintenu. Je pense qu'en matière de santé, on ne peut pas faire une fermeture. Il faut que le minimum du service puisse assurer la santé le minimum de santé aux populations qui ne comprennent rien du tout au débat qui se déroule au palais de justice. Plus rien ne sera comme avant, c'est le slogan du Burkina post-insurrectionnel. Le hic, c'est que chacun comprend ce slogan-là, on va dire, à sa manière. Le ministre Smaïla Ouedraogo semble être dans une logique d'instauration d'une nouvelle gouvernance. Il est question notamment pour lui de déboulonner ceux-là qu'il suspecte d'avoir transformé la CAMEC en vache laitière. Pendant ce temps,
disons, le clan Kouyaté Bokar et Chrysostome Kadeba, qui sont incriminés, lui opposent le même slogan, plus rien ne sera comme avant, à savoir qu'ils estiment qu'il y a une immixtion inacceptable du ministre dans la gouvernance de la CAMEC. Alors, le plus rien ne sera comme avant, version procès Basile Guissou, c'est lequel? Moi, je suis un partisan, un fonctionnaire d'abord de l'État, à la retraite, mais ancien fonctionnaire quand même. Je suis un sociologue, je fais sociologie politique. Et mon dada, si quelqu'un veut, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'État. L'étude de l'État postcolonial en Afrique, notamment au Burkina Faso. Et j'aime cette phrase de Max Weber qui dit que l'État, c'est le monopole de la violence légale et légitime. Donc, en tout lieu, sur les 274 220 000 km² du Burkina Faso, l'État doit faire régner sa loi et la loi. Est-ce qu'on peut entendre par là que l'État est l'absolu devant lequel les individus et les groupes ne sont que le relatif? Exactement. L'État est un monstre froid. On est dans les thèses fascistes là. Oh là là. Puisque la thèse de les gros mots, Mussolini. Non, c'est l'État. Max Weber n'était pas un fasciste du tout. Mais Mussolini, lui, il est. Oui, mais l'État est l'absolu devant lequel les individus et les groupes ne sont que le relatif. C'est pas parce qu'il est fasciste qu'il ne peut pas dire de vérité. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas un absolutiste. Je pense qu'il faut permettre à toutes les opinions de s'exprimer et que les Vietnamiens disent que le lotus il brille dans la merde, hein, mais il est tout blanc. Donc, même dans la merde, il y a des vérités. Oui. Alors, plus rien ne sera comme avant? Moi, je pense qu'aujourd'hui, un gouvernement formé au sortir d'élections libres, démocratiques et transparentes a le devoir de faire pour que plus rien ne soit comme avant. C'est ma conviction. Et je crois que l'ensemble du peuple insurgé des 30 et 31 octobre ne demande que ça. Est-ce que dans la gouvernance, nous en sommes sur le chemin? Nous avons les moyens. J'ai toujours dit que ce pays a du ressort. Seuls ceux qui ne veulent pas voir les ressorts rament à contre-courant du courant principal de l'histoire. Sinon, ce pays a rebondi 1000 fois au moment où on disait qu'il était en train de couler. J'ai confiance à la classe politique de mon pays. Je sais qu'elle est capable du meilleur et pas du pire. D'accord. Je pense qu'on vous a compris. Oui. Pour, disons, les Burkinabés qui nous suivent, on peut mieux faire. Oui, on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire, même si on sort d'une période assez longue. 27 ans, c'est pas 27 jours. Il y a des réflexes, il y a des habitudes qui sont là, qu'il faut soit déboulonner, soit contourner. C'est selon. Et savoir ne pas jeter le bébé et le bain. Donc, ce n'est pas une gymnastique comme si on roulait sur une autoroute à 6 voies, quoi. Peut-être ouvrons juste une petite parenthèse justement sur ces 27 ans et sur ce qu'on pourrait considérer comme votre responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais je vous ai dit, en acceptant de nous engager en 1983, 4 août 83, on s'engageait à assumer le meilleur et le pire. De ce point de vue, on ne se dérobe pas. Et moi, personnellement, en tout cas, je n'ai jamais senti que je me dérobe. Mais si on me met en prison, ça, c'est pas moi qui demande la prison. Mais ça fait partie aussi de l'histoire, de mon histoire. Voilà. Donc, je reste convaincu que autant on a pu faire le 4 août 83, nous en sortir, dépasser le 15 octobre, arriver au 30 et 31 octobre 2014, passer aux élections, en être aujourd'hui à recomposer le paysage politique national comme on est en train de le faire, il y a beaucoup plus de motifs d'espoir, d'espérance
que de motifs de découragement. Parce que je prends un petit bout de temps du 30 octobre à nos jours, vous faites le point, on a pratiquement eu entre 4 et 5 présidents. C'est vrai. Oui. Vous faites partie justement de ces 75 démissionnaires à l'origine du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Certains analystes estiment que la ligne de fracture ou les lignes de fracture au sein du CNR se sont retrouvées également dans ce départ. Du oui et non. Oui, parce que c'est, je dis souvent, hein, le Burkina a cette particularité d'avoir pratiquement liquidé politiquement toute la classe politique d'avant 1983. Aucun homme politique de 1960 à 1983 n'est sur la scène, n'a été sur la scène. Ailleurs, on a vu des anciens ministres, par exemple Moussa Traoré, devenir président, du Bénin, l'ancien ministre des Finances devenir président, etc., des années 60, revenir sur la scène politique. Ce n'est pas le cas au Burkina. En 83, toute la classe politique a été renouvelée à 100%. Donc c'est tout à fait normal ce que vous dites, que vous retrouvez encore sur la scène les mêmes acteurs. Mais cela n'empêche pas que les contradictions internes ont contribué, comme vous dites, à opposer les uns aux autres. Et là où vous ne pouvez pas vous entendre, vous vous séparez, c'est tout. Ces contradictions qui durent depuis près de 40 ans avec les mêmes acteurs. Mais l'histoire d'un peuple, ce n'est pas 40 ans quand même. L'histoire, c'est sur des millénaires que ça se compte. 40 ans, c'est rien du tout. Alors, on revient à l'actualité avec la commémoration du premier anniversaire de la résistance populaire au coup d'État du CND, le Conseil national pour la démocratie, du général Gilbert Diendéré, avec certains éléments du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Alors, vous, professeur, vous qui êtes, on va dire, un fin connaisseur de la situation nationale, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Écoutez, de toute façon, nous étions à quelques encablures des élections. Et vous saviez très bien qu'une bonne partie du clan Compaoré n'en voulait pas. Donc c'est sa fraction armée, le RSP, qui a fait le barou d'honneur, à vouloir faire un grand bond en arrière à notre peuple, en réuniant les 30 et 31 octobre. Et je pense qu'encore une fois, le peuple burkinabé a montré à la face du monde de quoi était capable un peuple taxé de pauvre et de petit, mais mobilisé et uni, qui a chassé son président comme il a chassé son président en 1966. Et de la meilleure des façons d'ailleurs. Parce que Maurice était un peu plus tragique. Alors, dans l'analyse politique, certains estiment que l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier laisse un goût d'inachevé, que c'est parce que les insurgés ont laissé cette possibilité-là à l'ex-parti au pouvoir d'exister et aux dignitaires de l'ancien régime de réafficher leurs ambitions que finalement, il y a eu cette tentative de prise de pouvoir. Pour le révolutionnaire de 1983, est-ce qu'il aurait fallu faire comme justement en 1983, après l'insurrection populaire? Écoutez, comme on dit, d'autres temps, d'autres mœurs. Vous ne pouvez pas obtenir en 2015 la même chose, le même scénario qu'en 1983. Je suis désolé, il s'est passé beaucoup de choses, vous venez de le souligner tout de suite, donc il était exclu qu'un remake idem puisse se réaliser. Donc c'est tout à fait, puisque encore une fois, c'est les mêmes acteurs qui se sont retrouvés de part et d'autre, l'ancien parti unique, le RSP, etc. Donc comprenez que c'est une autre disposition des forces en présence qui s'est présentée, et je pense que l'un dans l'autre, encore une fois, c'est de la meilleure des façons possibles que cette crise a été résolue.
Parce que ça aurait pu se terminer dans un plus grand bain de sang, dans une guerre civile, dans un affrontement plus mortel. Et je pense que l'un dans l'autre, chacun a joué son rôle. Les partis d'opposition qui, depuis des mois, battaient le pavé, faisaient des meetings, remplissaient les stades, se faisaient plus ou moins ridiculiser par ceux qui croyaient qu'ils étaient intouchables et qu'ils étaient là ad vitam aeternam. Tout ceci a produit une situation que je pense a pu être contrôlée au mieux pour aboutir à des élections transparentes dont les résultats sont reconnus par tout le monde. Et je pense que notre peuple a arraché l'admiration du monde entier. Personne ne s'attendait à cette sortie par le haut du peuple burkinabé. Et il l'a fait. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage pour ça. Il ne demeure pas moins que le pays a été traversé par un certain nombre de soubresauts sociaux, politiques, post-insurrectionnels, et que c'est une révolution inachevée. Non. Donnez-moi un pays aujourd'hui dans la sous-région seulement, je ne vais pas dans le monde, dans la sous-région seulement, qui coule des jours paisibles comme un long fleuve tranquille. Il n'existe pas. Nous avons nos problèmes, nous cherchons à y trouver des solutions, les autres aussi en ont. Apprenons à relativiser pour nous mettre à la hauteur de nos problèmes et les résoudre avec nos moyens, sans prétention, sans vouloir donner des leçons aux autres, avec l'humilité que nos ancêtres nous ont enseignée, en restant toujours, comme j'ai dit, au ras du sol. Voilà, c'est tout. Sur la commémoration de ce vendredi au cimetière de Goumbin, il y a quand même les familles des victimes qui ont eu un sentiment, qui ont eu, disons, le sentiment d'être laissés pour compte de cette commémoration-là, puisqu'ils ont, pour certains, en tout cas manifesté leur mécontentement en refusant notamment les condoléances du gouvernement. Ils ont boudé la rencontre prévue avec le Premier ministre Paul Kabatiba. Est-ce que vous comprenez leur posture? Bon, d'abord, je tiens à dire que ça ne s'est pas passé exactement comme vous dites. Il y a eu une sorte d'humeur, c'est vrai, mais la rencontre aura bel et bien lieu. Elle a été programmée, je le sais de source sûre. Bon, j'ai dit qu'ils ont boudé pour l'instant le vendredi, puisqu'elle était prévue et elle n'a pas eu lieu. Voilà, donc je crois que il y a eu un petit problème protocolaire. Je pense que la première des plaintes, c'est que bon, ils voulaient au moins avoir une place assise, ce qu'ils n'ont pas eu. Déjà, c'est motif, effectivement, à mécontentement. Et ils l'ont manifesté, je trouve que c'est légitime. Personne ne peut rentrer dans le cœur de celui qui a été frappé par un deuil. Et puis, bon, personne ne peut mesurer l'importance de ces deuils dans ces familles-là, plus que les principaux intéressés. Donc il faut respecter leur douleur et accepter qu'eux seuls savent ce qui peut être fait pour eux, c'est pas effacer, mais atténuer les conséquences de ce qui leur est arrivé. Donc c'était tout le monde a observé la minute de silence et choses à 14 heures. Moi j'étais dans les locaux de la radio, tout s'est arrêté. Et je pense que c'est un hommage mérité. Et c'est bien que notre peuple apprenne à célébrer les moments forts de son histoire. Je pense que c'est cet aspect qu'il faut voir les trains qui arrivent à l'heure et non pas seulement ceux qui arrivent en retard. C'est notre profession qui nous intéresse à ceux qui arrivent en retard. Alors, les parents des victimes ont également un certain nombre de récriminations en ce qui concerne la justice qu'ils attendent de voir. Celui auquel vous vous adressez là, lui aussi l'attend, la justice, parce que j'ai été victime aussi. Bon, ça c'est une parenthèse en passant. Les autres ne sont pas moi je ne suis pas les autres. J'accepte l'impatience, elle est légitime. Et je crois que tout ce qui a été fait est de nature à raviver la flamme de l'espoir que les réparations, au moins minimales là, pourront être faites et que nous irons, et ça mon parti l'a exigé, vérité, justice, réconciliation. Vérité, justice, réconciliation. Voilà. Professeur, je vous prends au mot et je vous oppose cet argumentaire qui voudrait que
la recherche de la vérité ou de la justice peuvent être, on va dire, des pendants négatifs à la réconciliation nationale? C'est le contraire. Je pense que c'est un triptyque, c'est un triangle magique. Aucun des trois éléments ne va sans l'autre. Vous ne pourrez pas faire de la justice sans rechercher la vérité et sans aboutir à la réconciliation qui consiste simplement à la victime et au coupable de se pardonner, parce que nous devons vivre ensemble et consolider donc le vouloir vivre ensemble qui constitue le socle de toutes les nations dans le monde. Donc ces trois éléments-là, je pense que vous ne pouvez pas conjuguer l'un sans l'autre et aboutir à l'harmonie, à la paix et au développement. Bon, de toutes les façons, il n'y a pas d'émissaire là-dessus. On va dire l'ex-majorité estime qu'à la limite, ils sont victimes d'une chasse aux sorcières et que c'est leur droit le plus absolu, parce que d'autres aussi ont été victimes de chasse aux sorcières et l'ont dit avant eux. Voilà. Donc je pense que la parole est libre au Burkina, mais la vérité doit être recherchée, la justice doit être faite et la réconciliation nationale ne peut sortir que comme une troisième étape, ni avant ni après. Alors, on reste sur ce volet judiciaire avec la conférence de presse donnée par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou et le procureur du Faso. Donc, il y a un certain nombre de dossiers qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Le dossier du coup d'État de septembre, celui de l'insurrection populaire, de l'attaque de Yimdi, le dossier Thomas Sankara. Bref, on va dire qu'il s'est dit que que les dossiers avancent, que la justice suit son cours. Une partie de l'opinion s'interroge quand même sur la volonté réelle d'aller à la justice. Bon, on ne peut pas empêcher, après tout ce qui s'est passé dans notre pays, le scepticisme de gagner certains esprits. Parce que si vous prenez un dossier, le dossier Thomas Sankara, c'est 1987. Le dossier Norbert Zongo, c'est 1998. Et il y a les plus récents dossiers qui sont là. Donc, l'un dans l'autre, je trouve que cette impatience ou cette réserve, elle est fondée. Encore une fois, je pense que la justice burkinabé n'est pas la pire des justices qui existent, ni en Afrique ni dans le monde. Et je pense que les juges burkinabés, les magistrats burkinabés, sont aussi compétents que tous les magistrats dans le monde. Et qu'ils suivent aussi, comme vous et moi, cette impatience et ces inquiétudes exprimées parfois péremptoirement dans la presse, dans les débats, dans les discussions, etc., partout. Donc, ils vivent aussi dans ce Burkina-là. Et je pense qu'ils ne sont pas plus inconscients ou plus conscients que vous et moi. Ils feront leur travail correctement et nous verrons au résultat. On appréciera au résultat. Ce n'est peut-être pas la compétence des juges burkinabés qui est en question. Le procureur du Faso n'est pas passé par 4 chemins, par exemple, pour expliquer au cours de la conférence de presse que certaines autorités, disons, ont manifesté des réticences évidentes. Non, on refusait de collaborer. Voilà, on refusait de collaborer à la manifestation de la vérité. Ces autorités, on les connaît, ils sont identifiés. Elles sont identifiées. C'est possible. Je vous ai dit, on est au Burkina, hein. On est au Burkina, notre chemin n'est pas identique au chemin des autres. Non, nous avons nos spécificités, il faut le reconnaître. En tout cas, je ne sais pas si vous étiez prêt à parier qu'un membre du RSP pouvait être président après le 30 et 31 octobre. Moi, en tout cas, je ne le prévoyais pas. Pourtant, ça s'est passé. Et c'est justement à ce titre que ces défiances se sont manifestées vis-à-vis de la justice. Ça se comprend. Voilà. Donc je pense que nous vivons d'ailleurs le refus d'obtempérer
de la même personnalité qui est hors du pays actuellement. Donc, je pense que ça fait partie de notre histoire. On ne doit pas en rougir, on n'a pas à avoir honte, on assume. Mais le respect de l'autorité de l'État dans tout ça. Ce respect, si vous l'avez perdu, vous devez le reconstruire. Et le reconstruire demande des énergies, du temps, de la patience et de l'intelligence politique. Ça ne se fait pas avec des yaka. Il n'y a pas de politique possible avec des yaka. Il n'y a qu'à attraper un tel, il n'y a qu'à frapper ici, il n'y a qu'à faire ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est la politique, elle est construite. Voilà. Il n'y a pas de l'émotion. D'accord. Luc Adolphe Thiaw, le dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, qui est rentré d'exil, a été entendu par la gendarmerie, placé sous mandat de dépôt, déféré à la maison d'arrêt et de correction donc, de Ouagadougou. Il lui est reproché notamment cette réquisition des forces armées avec possibilité pour eux de faire usage des armes à feu. Donc, dans le dossier notamment des tueries, des assassinats intervenus pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Alors, pour vous, c'est une cabale judiciaire ou bien c'est une volonté réelle de lutter contre l'impunité? Vous venez de donner les motifs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des faits. La lettre, elle existe. Elle est signée. Et elle a été mise en œuvre. C'est le refus populaire, l'insurrection qui n'a pas pu être matée. La volonté de mater était là. Et je pense que le MPP l'a dit, tous les acteurs, les complices doivent être châtiés à la hauteur de leurs crimes. Et dans ce cas précis, ce n'est pas la tête d'un individu, d'un citoyen burkinabé qu'on cherche, non. C'est l'auteur d'un acte qui a coûté la vie à des Burkinabés. C'est ça. Sur le timing, on estime quelque part que la perspective du congrès du CDP, l'ancien parti au pouvoir le 24 septembre prochain, qu'il y aurait des coïncidences troublantes avec, on va dire, cette convocation des anciens ministres à répondre devant la gendarmerie et ensuite l'incarcération du Premier ministre. C'est vous les journalistes qui dites que les faits sont têtus, les commentaires sont libres. Voilà. Les faits sont têtus. Ce n'est pas le gouvernement qui a interpellé les ministres. Ce n'est pas le gouvernement qui a arrêté, qui a mis Luc Adolphe Thiaw en prison. Non. Donc vous ne pouvez pas faire l'amalgame, vous qui êtes censé savoir que la séparation des pouvoirs est un des problèmes que ce pays a vécu ces 27 dernières années. Je ne fais pas l'amalgame, je suis juste le porte-voix d'une partie de l'opinion qui pense ainsi. Bon, je pense que cette partie de l'opinion est dans l'erreur. Voilà. Dans ce dossier sur l'insurrection, le général Yacouba Isaac Zida est aussi sur la sellette pour avoir notamment dirigé les opérations sur le terrain lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Il y a également ce rapport de l'ASE, l'autorité supérieure de contrôle d'État, qui a mis à nu, on va dire, un gap de 1,7 milliard de francs CFA dans la gestion de la transition. Il y a l'affaire des parcelles et aujourd'hui la procédure disciplinaire qui est engagée contre lui pour désertion et refus d'obtempérer. Alors je reviens encore pour dire que certains estiment que c'est une chasse aux sorcières contre Zida qui pourrait être une alternative au pouvoir MPP. Il a été dit hier ou avant-hier déjà que l'arrestation de Djibril Bartholé répondait à la volonté de l'empêcher d'être président du Faso. C'est ce que vous me répétez concernant Zida. Pourquoi pas concernant Luc Adolphe Thiaw, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un président élu au Burkina Faso qui a ses 5 ans de mandat garantis, tout risque,
je l'espère. Et on se donne rendez-vous en 2020. Avant ça, ce n'est pas la peine de divertir, de distraire l'opinion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui qui attendent le peuple burkinabé et on doit laisser toute affaire cessante pour s'occuper des meilleures conditions de vie pour notre peuple. Alors, la nation s'est terminée. Je pense qu'on va passer à la page internationale. Je voudrais qu'on retienne ce rapport de la Commission des affaires étrangères du Parlement britannique, rendu public mardi ou mercredi, si je ne m'abuse, et qui parle d'erreurs dans la gestion de la crise en Libye, qui a débouché notamment sur la chute de Muammar Kadhafi en mars 2011. Ce rapport, c'est le médecin après la mort ou bien... c'est encore une fois pareil, c'est la volonté de nous divertir. Moi, je lis beaucoup, j'aime lire, et il y a une journaliste canadienne qui, depuis les années 2000, a publié un livre qui s'appelle « La stratégie du choc », ou la montée d'un capitalisme du désastre. C'est ce que nous vivons. L'ultralibéralisme ne peut pas vivre